Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose la correction d'un devoir maison que j'ai donné à mes élèves sur le PGCD, donc c'est extrait du bac S de Réunion 2000, exercice plutôt intéressant, plein de remarques à faire, donc on va vraiment faire ça en détail. Alors l'idée c'est de déterminer le PGCD de deux nombres, A et B ici, qui sont des expressions qui dépendent d'une variable n, ici n, un entier supérieur ou égal à 5. Alors les premières remarques qu'on va faire, les questions qui ont été, on va dire, mal faites. Alors la première question, factorisation, petite précision, j'indiquerai, il faut vraiment, quand vous montrez des divisibilités, montrer qu'il y a des nombres entiers, donc ça va être très important. Ensuite, question 2A, 2B, très simple. Question 2C, on fera très attention ici à l'équivalence, que certains oublient, donc c'est très 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 important, vraiment, surtout sur une question de bac, si vous oubliez la moitié du travail, ça va vous coûter assez cher. Ensuite, une question 3 très simple, mais dans lequel il va falloir citer le théorème de Gauss pour bien montrer que vous avez appris le cours. Et enfin, une quatrième question, petit a, très difficile, que la plupart des élèves vont survoler sans faire attention du tout. Donc vraiment, on insistera ici sur vraiment une démonstration rigoureuse de cette question 4A. Pour la question 4B, aucun problème, tout le monde a réussi à la faire. Donc on est parti, première question. Première question, donc une factorisation par n-4. Alors première chose importante, et là il faut quand même le dire, n est supérieur ou égal à 5, donc n-4 est strictement positif, il est donc non nul, donc on peut diviser par n-4, d'accord? Donc la question de la divisibilité a du sens, ça personne ne le dit, mais c'est quand même très important. Donc les factorisations, sur le côté technique, on ne va pas passer 2 jours. A c'est une expression de n, vous regardez, c'est un cube, donc on regarde, il y a un facteur commun qui est n, donc ça fait n2 moins n moins 12. Alors comment on factorise? Vous pouvez faire si vous voulez un discriminant, mais on va se servir de l'indice. On va montrer que c'est factorisable par n-4. Donc ça veut dire ici que votre polynôme n2 moins n moins 12, il a déjà obligatoirement 4 comme racine. On vérifie. D'accord? 4 au carré moins 4 moins 12, ça fait effectivement 0. Ça veut dire que vous pouvez factoriser par n-4. Ici, le coefficient dominant étant un 1, vous aurez n moins quelque chose. Et là, forcément, n-4, pour avoir moins 12, vous aurez n plus 3. Donc la deuxième racine, c'est moins 3. Ça tombe bien. Le produit de 4 par moins 3, ça fait moins 12. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui savent très bien factoriser. Pour les autres, vous faites un discriminant. Légère perte de temps, mais ça marche. Alors ensuite, on ne s'arrête pas là. Là, il y a un petit détail quand même qu'il faut bien soigner. Ici, ça veut dire que n-4, vous l'avez en facteur, et vous avez n fois n plus 3. Il faut absolument indiquer, sans forcément le démontrer, dire que n étant donc un entier, eh bien n fois n plus 3, c'est donc eh bien, un entier relatif. Et donc ici, vous avez une écriture sous la forme donc un entier fois n-4, donc n-4 divise a. C'est important d'avoir un entier, donc vous le dites. Pour b, on a un trinôme du second degré en n. Donc, on sait, et ça c'est l'indice, que ça va être factorisable par n-4. Donc normalement, vous devriez réussir à écrire ce polynôme sous une forme, eh bien, donc n-4 fois un polynôme du premier degré. Alors, on regarde rapidement. Pour avoir du 2n carré, il faut que votre polynôme ici commence par 2n. Et pour finir par moins 4, ici, forcément, vous aurez 2n plus 1. Vous pouvez vérifier, ça marche. Ça veut dire que les racines de votre trinôme ici sont 4 et moins 1 demi. Encore une chose importante, n appartient à n, donc 2n plus 1 est un entier relatif, même si c'est un entier naturel. Ça veut dire qu'ici, vous avez encore une relation de divisibilité. Vraiment, c'est important. Il faut absolument soigner ça. Quand vous parlez de divisibilité, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut que votre nombre b s'écrive n-4 fois un nombre k avec ici k appartenant à z. C'est ça la divisibilité. Et pareil pour a. D'accord? Donc, petite précision sur cette question. On peut aller faire la deuxième question maintenant. Petite remarque juste avant de faire cette question 2, voilà ce qu'on peut trouver sur certaines copies. Bien, si vous faites cette écriture-là de b et vous en déduisez que
eh bien n-4 divise b. Hein, moi je trouve ça un petit peu limite parce que ici vous avez une partie ici de votre expression qui n'est pas un entier. Vous avez des demi, donc ça veut dire qu'il faut vraiment insister sur le fait que en développant tout, on obtient 2n plus 1 qui appartient à z. Vraiment faire très attention à avoir des entiers dans votre factorisation. Alors les deux questions suivantes sont très simples, on va aller très vite. Alors, vous voulez une relation entre alpha et bêta qui est indépendante de n. Ça veut dire qu'il faut bien prendre alpha, voilà, le multiplier par quelque chose, lui enlever bêta, donc n plus 3, que vous pouvez multiplier ici par un nombre. Et à la fin, vous devez trouver quelque chose qui ne contient pas de n. C'est assez évident. Ici, il suffit de multiplier par 2. Et vous obtenez donc 2n plus 1, moins 2n moins 6, ce qui donne moins 5. Ça, c'est bien quelque chose qui est indépendant de n. C'est une constante. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous venez de trouver que alpha moins 2 bêta est égal à moins 5. Donc voilà une relation entre alpha et bêta qui est indépendante de n. Et ça va nous servir à démontrer que D, le PGCD de alpha et bêta, est un diviseur de 5. Donc comment on fait ça? Eh bien on va supposer donc D égale à PGCD de alpha et bêta. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D divise alpha. Et on sait que D divise bêta. Donc par conséquent, D divise toute combinaison. Donc toute combinaison à coefficient entier. Toute combinaison évidemment de alpha et bêta. Donc D va diviser alpha moins 2 bêta, qui est bien une combinaison de alpha et de bêta avec des coefficients entiers qui sont 1 et moins 2. Et par conséquent, comme c'est moins 5, D divise moins 5. Et donc D divise 5. Donc voilà, on vient de montrer que D était un diviseur de 5. Alors une petite remarque, pour tous ceux qui ont cité Bézout dans cette question, c'est une erreur. Pourquoi? Il existe dans le cours deux propriétés qui parlent de Bézout. Ce qu'on appelle l'égalité ou l'identité, ça dépend des cours, l'identité de Bézout, et le théorème. Le théorème, on va l'utiliser dans la question 3. Ici, certains ont cité un Bézout, ils se trompent. Pourquoi? La propriété qui est dans le cours, c'est la suivante. Si D est le PGCD de alpha et bêta, alors il existe U et V entiers tels que, eh bien, la combinaison alpha U plus bêta V est égale à D. C'est une propriété ici qui va de gauche à droite, donc vous devez connaître le PGCD pour l'utiliser. Ici, vous avez l'inverse, vous avez la combinaison qui vaut 5, vous ne pouvez donc pas utiliser cette propriété qui n'est pas une équivalence. La propriété qui est une équivalence, c'est le théorème de Bézout. Ce théorème, il est plus puissant parce que vous pouvez le faire dans les deux sens. Il dit quoi? Il dit que si alpha et bêta sont promis entre eux, alors c'est équivalent à dire qu'il existe U et V appartenant à Z, tel que la combinaison alpha U plus bêta V est égale à 1. C'est une équivalence, on peut l'utiliser dans les deux sens, donc très puissant. Ici, nous, cette petite propriété de Bézout, elle ne marche que dans un sens, et d'ailleurs ici, vous partez de la conclusion, donc ce n'est pas du tout ça que vous utilisez, donc faites bien attention. Voilà, juste la remarque, les erreurs que j'ai vues sur certaines copies. Donc, question C maintenant, une question un petit peu plus dure avec justement une équivalence. Alors, question C, donc démontrer que les nombres alpha et bêta sont multiples de 5, si et seulement si n-2 est multiple de 5. Donc, avant de se lancer dans la démonstration, il faut trouver un lien entre alpha, bêta et n-2. Alors, ce que vous pouvez remarquer rapidement, c'est qu'ici, alpha moins bêta, on remarque, et ça il faut vraiment le remarquer, on remarque que alpha moins bêta est égal à donc n-2. Et ça va faire toute notre démonstration. Alors on va d'abord la faire de gauche à droite, c'est une équivalence, il va falloir faire les deux sens. Donc de gauche à droite, je vais partir du fait que donc alpha et bêta sont multiples de 5. Ça, on va utiliser des congruences, ça sera plus facile à rédiger. Alpha est égal à 0 modulo 5, bêta égale à 0 modulo 5. Par conséquent, on peut soustraire alpha moins bêta est donc égal à 0 modulo 5. Et donc, comme alpha moins bêta, c'est n-2, donc n-2 est égal à 0 modulo 5. Alors, je pense que la meilleure façon de le rédiger, donc avec ces congruences. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser de congruences,
bien, vous pouvez tout simplement dire que alpha est un multiple de 5, bêta est un multiple de 5. Vous pouvez les écrire si vous voulez 5 fois k et 5 fois k'. Et donc en faisant la soustraction, vous aurez 5 fois quelque chose, donc aucune difficulté. Par contre, les erreurs qu'on voit, c'est l'oubli du côté de droite à gauche. Donc là, on va partir de n-2 multiple de 5. Donc n-2 multiple de 5, tout simplement, n-2 est égal à 0 modulo 5. Donc, eh bien, ça veut dire quoi? Que n vaut 2 modulo 5. Et on va regarder combien valent alpha et bêta. Eh bien, ça veut dire que alpha, qui vaut 2n plus 1, vaut donc 2 fois 2 plus 1. Vous pouvez très bien remplacer n par 2. Et 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Ça fait donc 0 modulo 5. Donc alpha est bien un multiple de 5. Vous voyez, c'est très simple. Pour bêta, on fait pareil. Bêta, c'est n plus 3. Et comme n vaut 2, eh bien ça fera 2 plus 3, donc 5. Donc 0 modulo 5. Et voilà, vous avez bien montré gauche-droite, droite-gauche, la propriété. Donc, on a bien, vous écrivez ça sur votre copie, c'est très important, on a bien une équivalence. Et là, j'insiste vraiment, il faut que vous compreniez tous que quand on écrit si et seulement si, eh bien, ça traduit une équivalence. Vraiment, c'est capital de comprendre ça, surtout en spécialité maths. Alors, très peu des corrigés utilisaient eh bien, les congruences, donc on va le faire sans. Si on part de n-2 multiple de 5, ça veut dire que il existe qu'un entier tel que n-2 s'écrit 5k, donc n est égal à 2 plus 5k. Et donc, quand on calcule alpha, eh bien, tout le monde a fait 2 fois 2 plus 5k plus 1, et en développant, ça faisait 5 plus 5k, qui est bien 5 fois k plus 1. C'est donc alpha est un multiple de 5. De même, bêta, c'est n plus 3. C'est donc 2 plus 5k plus 3. C'est donc 5 plus 5k. Alors ici, pardon, c'est 10k. Voilà. Ici, donc 2k. Et là, donc 5 plus 5k, ce qui fait 5 fois k plus 1. Donc on a bien deux multiples de 5. Et comme j'ai insisté au début, on va faire ça proprement. Il faut quand même rappeler ici que 2k plus 1 est un entier relatif ainsi que k plus 1. On a bien alpha et bêta qui sont des multiples de 5. Voilà ce qu'on rencontre plutôt sur les copies, ce que vous avez certainement fait si vous avez essayé cet exercice. Voilà. Maintenant, une troisième question très simple, mais l'occasion d'utiliser et de citer le théorème de Bézout. Montrer que 2n plus 1n sont premiers entre eux. Ça, c'est une question mais vraiment évidente. Qu'est-ce qu'on dit? Et puis on va essayer d'utiliser Bézout parce que on a un théorème. Je vous le rappelle, je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Que si vous avez A premier avec B, eh bien, ça équivaut à dire qu'il existe une combinaison à coefficient entier telle que AU plus BV est égal à 1. Donc nous, eh bien, on va partir de droite à gauche. On va trouver une combinaison qui vaut 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que 2n plus 1 moins 2 fois n, c'est égal à 1. Cette combinaison, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc une combinaison avec U égale 1 et V égale à moins 2. On a une fois 2n plus 1 moins 2 fois n. Et ça, donc, d'après le théorème de Bézout, une combinaison de 2n plus 1 et 2n qui vaut 1, ça veut dire que 2n plus 1 et n sont premiers entre eux. D'ailleurs, dans ce sens-là, c'est très évident parce qu'on a déjà dit, si un nombre divise 2n plus 1 et divise n, il divisera cette combinaison, il va donc diviser 1. Donc, les diviseurs communs de 2n plus 1 de n, c'est forcément les diviseurs de 1. Et donc, le PGCD, c'est forcément 1. Donc, vous voyez, ça c'est très simple. On arrive maintenant à la question A, la question difficile du sujet, qui mériterait d'ailleurs d'être un petit peu détaillée pour que les élèves puissent la faire. Mais c'est un vieux sujet, c'est un sujet de 2000, je rappelle, donc peut-être qu'à l'époque, on travaillait beaucoup plus ce genre de choses. Donc là, je vais vous détailler vraiment, il y a deux étapes vraiment essentielles. Dans cette question 4, on vous demande de déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n, le PGCD de A et B. Ça veut dire quoi? Il va y avoir plusieurs cas. Que si n est tel et comme si, eh bien vous avez telle réponse. Et en plus, la réponse peut dépendre de n. Donc c'est assez difficile. Donc pour ça qu'on va prendre des précautions. Alors on part de PGCD de AB et on va tout détailler.
on ne veut pas, en tout cas je ne veux pas, hein, des transformations qui ne sont pas justifiées. Ça n'a aucun intérêt. Donc ici, PGCD de AB, c'est PGCD de nos factorisations que j'ai laissées en haut, donc de n-4 fois n plus 3. Et ici, n-4 fois 2n plus 1. Alors la propriété qui va d'abord nous servir, c'est celle qu'on appelle l'homogénéité. C'est cette capacité qu'on a à sortir ici les facteurs communs. Alors, la propriété, je vais vous la citer. À condition d'avoir a et b, deux entiers non nuls, et un troisième entier naturel n non nul, eh bien on peut, vous voyez, le PGCD de n à nb, c'est n fois le PGCD de ab. Donc ici, est-ce que n-4 est non nul? Eh bien là c'est important. Hein. Or, n est supérieur ou égal à 5, donc n-4 est différent de 0, hein, et c'est aussi un entier, donc on a le droit de le sortir. C'est très important aussi. Donc là, on peut mettre n-4 en facteur, ça fera n-4 fois le PGCD de n plus 3 et de 2n plus 1. Donc voilà, première étape, hein, vous voyez, important, on rappelle que n est plus grand que 5. Si vraiment on fait bien son travail, on doit le dire. Et c'est là que sur la plupart des copies, hein, eh bien, tout le monde fait comme si la propriété suivante était évidente. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, que dans ce cas-là, eh bien, ce n ici, hein, comme n et 2n plus 1 sont premiers, alors les élèves en général rappellent ça, mais sans vraiment savoir pourquoi, eh bien, on passe directement à ceci. Et là, je dis problème. Il faut absolument justifier ce genre de passage. C'est loin d'être évident et on va le démontrer. Pourquoi? Eh bien, peut-on sortir ce n ici sans le remettre devant? C'est-à-dire qu'il disparaît, vous ne l'avez plus. Donc, qu'est-ce qu'on va démontrer? Eh bien, que nos deux PGCD ici sont les mêmes. Donc, montrons que PGCD de n plus 3 2n plus 1 est égal à PGCD de n plus 3 2n plus 1. Alors, PGCD, on va montrer tout simplement qu'ils ont les mêmes diviseurs. Donc, on va d'abord prendre soit D qui divise nn plus 3 et en même temps D qui divise 2n plus 1. C'est-à-dire qu'on prend un diviseur commun. Eh bien, on va montrer qu'il est diviseur commun de n plus 3 et de 2n plus 1. Alors, si D divise 2n plus 1, ça c'est bon. Si D divise n fois n plus 3, ce qu'il faut montrer, question, c'est est-ce que D divise n plus 3? C'est une question intéressante. Alors, ça ressemble un peu au théorème de Gauss, hein, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, nous, on va utiliser le fait que 2n plus 1 et n sont premiers entre eux. Alors, on ne peut pas l'utiliser ici parce que il nous faut un Gauss ici avec D et n, et non pas avec D et 2n plus 1. Donc, je vais montrer quoi? Eh bien, une remarque qui est assez simple. Hein. Si 2n plus 1 est premier avec n, c'est-à-dire si leur PGCD vaut 1, alors, eh bien, le PGCD de D et de n est aussi égal à 1. C'est-à-dire que si vous prenez un nombre D qui divise 2n plus 1, alors il est aussi premier avec n. Ça, c'est assez évident. Alors, pour ça, eh bien, on dit soit delta, le PGCD de D et n. Ici, delta divise donc D. D'accord? Ça veut dire que delta divise 2n plus 1, puisque D divise 2n plus 1. Et ensuite, delta divise n. Donc, delta est un diviseur commun à 2n plus 1 et à n. Donc, ces deux choses-là mises ensemble, ça veut dire que delta est forcément égal à 1. Ou moins 1. Et comme c'est un PGCD, forcément, c'est égal à 1. Donc, première propriété intéressante qu'on vient de démontrer, c'est que si A et B sont premiers entre eux et que D divise B, alors eh bien, D et A sont premiers entre eux aussi. Et on va s'en servir. Donc là, on vient de démontrer que si D divise 2n plus 1 et n et 2n plus 1 sont premiers entre eux, alors D et n sont aussi premiers entre eux. Et ça va nous servir, parce qu'on va pouvoir utiliser maintenant le théorème de Gauss. Je rappelle, on a supposé que D divisait n fois n plus 3. Et on vient de montrer que D et n sont premiers entre eux. Et bien ça, c'est un théorème. Hein, vous voyez, le voici notre théorème de Gauss. C'est pour ça que je dis que cette démonstration est loin d'être évidente. On ne peut pas sauter comme ça en sortant, en enlevant le n directement. Donc ici, théorème de Gauss, eh bien, D divise un produit. Il est premier avec le premier facteur, donc D
eh bien forcément divise n plus 3. Qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien que les diviseurs de n fois n plus 3 de n plus 1 étaient aussi des diviseurs de 2n plus 1 et de n plus 3, donc étaient inclus à l'intérieur des diviseurs de n plus 3 2n plus 1. Maintenant, je vais montrer cette inclusion dans l'autre sens. On appelle la technique de la double inclusion. Maintenant, on va partir de droite. Donc, on dit soit d un diviseur de n plus 3 et en même temps un diviseur de 2n plus 1. Est-ce que c'est un diviseur de n fois n plus 3 et de 2n plus 1? Alors, c'est évident que si d divise n plus 3, d divise n fois n plus 3, puisqu'il divise n plus 3. Donc ça, c'est trivial. Donc, les diviseurs de n plus 3, 2n plus 1 sont inclus dans les diviseurs de n fois n plus 3, 2n plus 1. Et comme les deux ensemble, vous voyez, il y a une relation entre de double inclusion, forcément, les diviseurs de n plus 3 fois 2n plus 1 sont exactement les diviseurs de n plus 3 et 2n plus 1. Et donc, comme les ensembles sont les mêmes, leurs plus grands éléments sont les mêmes. Donc, le PGCD de n plus 3, 2n plus 1 est égal au PGCD de n plus 3, 2n plus 1. Et voilà pourquoi, dans notre exercice, on peut ici écrire que c'est n-4 fois le PGCD de n plus 3, 2n plus 1, et que le n a disparu. Certains ne se sont pas demandé. Alors, vraiment, il disparaît parce qu'on a réussi à démontrer qu'on avait le droit de l'enlever. Alors, la propriété qu'il y a derrière, je vais vous l'écrire, on n'a pas à la savoir, mais elle existe. C'est que si n et b sont premiers entre eux, eh bien, le PGCD de NA et de B, c'est le même que le PGCD de A et B. Voilà. Alors, ne l'apprenez pas, on le démontrera à l'occasion, si on en a besoin encore une fois. Alors, on n'a toujours pas fini cette question qui est vraiment la question qui est le cœur de l'exercice. Si vous avez bien suivi, n plus 3 et 2n plus 1, c'est nos fameux alpha et bêta. Donc ici, on est sur n-4 multiplié par le PGCD de alpha et bêta. Et donc, on va maintenant utiliser tout ce qu'on a fait dans le sujet. C'est un sujet qui est très bien parce qu'à ce moment-là, une sorte de bilan global qu'il faut bien cerner. Première étape, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si alpha et bêta sont multiples de 5, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on avait démontré tout à l'heure que 5 divisait le PGCD donc de alpha et bêta. Et donc, dans ce cas-là, si alpha et bêta sont multiples de 5, alors eh bien, le PGCD de alpha et bêta, il vaut tout simplement 5. Et dans ce cas-là, on a vu que c'était équivalent à n-2 multiple de 5. Donc, si n vaut 2 modulo 5, eh bien alors, eh bien, le PGCD c'est 5. Et donc le PGCD de AB, ça sera quoi? n-4 multiplié par 5. Ça c'est donc notre première partie. Maintenant on va regarder. Si n n'est pas égal à 2 modulo 5, alors, si n n'est pas égal à 2 modulo 5, d'après la question C, eh bien, alors, alpha et bêta ne sont pas tous deux multiples de 5. C'est-à-dire que l'un n'est peut-être pas multiple de 5. Et comme l'un n'est pas multiple de 5, donc, le PGCD de alpha et bêta ne peut pas faire 5. Et comme on a dit que, or, ce PGCD, il divise 5. On l'a démontré dans une autre question. Et comme il divise 5 et ce n'est pas 5, eh bien forcément, le seul diviseur de 5 qui vous reste, eh bien, c'est donc 1. Et donc, eh bien, ça veut dire que le PGCD de AB, ça sera n-4 fois 1. Donc, si n est différent de 2 modulo 5, alors le PGCD de AB est égal à n-4 fois 1. Donc, c'est n-4. Voilà, jolie question, comme il y a beaucoup de travail. Et dernière question, pour voir si vous avez bien compris comment on utilise ça, eh bien, on va vérifier ces résultats pour n égale 11. Donc, pour n égale 11, tout d'abord.
on va calculer A et B. A, ça sera 11 au cube, moins 11 au carré, moins 12 fois 11. Là, je vais prendre une calculatrice, on ne va pas s'embêter. Et ensuite, B, ça sera donc 2 fois 11 au carré, moins 7 fois 11, moins 4. J'ai trouvé 1078 et 161. Alors, juste, ça donne, après calcul, 7 fois 154 et 7 fois 23. Alors, 23 et 154 sont premiers entre eux, donc moi je trouve ici que le PGCD de AB vaut 7. Alors est-ce que ce qu'on a fait maintenant, regardons ce qu'on a démontré. Nous ici on a 11, donc 11 n'est pas égal à 2 modulo 5. On est donc dans le deuxième cas, le PGCD de AB doit être égal à n-4. Ici n-4, ça vaut donc 11 moins 4, ça fait 7. On trouve bien que le PGCD de AB est bien égal à n-4. Maintenant, on va prendre pour n égale 12. Alors 12, c'est bien choisi, vous voyez, parce que 12, c'est 2 modulo 5. Donc on va tester les deux cas de notre raisonnement. Donc ça a l'air très bon de ce qu'on a fait. Donc on regarde pour n égale 12. Alors pour n égale 12, A égale 1440 et B est égal à 200. Alors quel est le PGC de 200 et de 1440? Alors je vais vous le faire de façon assez élégante. Il existe plein de techniques. On va faire par soustraction. Par exemple, à 1440, j'enlève 7 fois 200. Donc ça sera le même PGCD de 40 et de 200. Et ensuite, eh bien, j'enlève à 200 5 fois 40. Il me reste PGCD donc de 0 et de 40, c'est-à-dire PGCD de 40 et de 0. Il me reste donc 40. Et bien donc, on va regarder. Quand n est égal à 2 modulo 5, on devrait trouver un PGCD qui vaut n-4 fois 5. Alors combien ça vaut ça, n-4 fois 5? Eh bien ici, ça vaut 12 moins 4 fois 5. Ça fait donc 8 fois 5. Ça fait bien 40. On a bien retrouvé notre 40. Donc vous voyez, très simple. Une conclusion assez intéressante. Un sujet, on va dire, pas très équilibré parce que tout est dans la question 4A. Donc pour un devoir maison, c'est parfait pour voir si vraiment les élèves réfléchissent et ne sautent pas les étapes où il se passe des choses. Voilà, j'espère que vous avez compris toutes les subtilités de ce sujet. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Un sujet assez ancien, donc voilà, ça fait toujours du bien d'aller un petit peu faire des choses un petit peu plus sérieuses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.